Le compte à rebours est lancé plus qu'un an avant les élections municipales. En Bretagne, la France Insoumise et le Parti Socialiste avancent leurs pions chacun de leur côté. Comme un air de début de campagne, Jean-Luc Mélenchon était ce mercredi à Brest et plusieurs cadres du PS se réuniront eux ce samedi à Liffré. On fait le point sur la situation en début de ce journal. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. Depuis hier, le chef de file de la France Insoumise est donc à Brest entre une visite de l'Ifremer et une rencontre avec les syndicalistes CGT du chantier naval d'Amen. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole devant la presse. L'occasion d'aborder le projet de LFI pour les municipales en Bretagne. On l'écoute au micro de Maël Delmure. Depuis que le mouvement insoumis existe, il y a eu une élection municipale où on a fait un choix qui était discutable, qui a d'ailleurs été discuté entre nous, qui était de dire « Ah ben nous, on ne fait pas de liste insoumise, on encourage les listes citoyennes qui existent. » Bon, en réalité, tout ça était à la fin, ça ne fonctionnait pas, quoi. Donc depuis, le mouvement s'est étendu, enraciné, il y a eu des beaux résultats aux élections nationales. Alors, voilà, ça donne des ailes. D'abord, il y a beaucoup de municipalités de gauche, par exemple, qui souvent arrivent elles-mêmes en bout de course. C'est-à-dire, il y a déjà eu... Non, je pense à personne en particulier, j'ai assez d'histoires sur le dos comme ça, pour aller me fâcher encore avec je ne sais qui sans m'en rendre compte. Après, non, mais je ne veux pas tourner autour du pot. L'orientation, c'est des listes partout, où on peut. Parler des grandes villes. Oui, partout où on peut. Et partout, tous les camarades, les militants insoumis, les sympathisants sont invités aussi à investir les villes dans les petites communes, les listes, parce que c'est aussi très important. On l'a vu, LFI ne cache pas son ambition pour les prochaines élections municipales. Romain, sait-on spécifiquement en Bretagne dans quelle ville la France insoumise voudrait s'implanter ? Alors, ça s'active particulièrement dans deux villes, à Rennes, évidemment, où les militants insoumis ont bien l'intention de présenter une liste en 2026. Ils estiment qu'il y a un coup à jouer. Mélenchon a fait là-bas 36% des voix au premier tour de la présidentielle. Aux européennes, Manon Aubry a aussi bien résisté. Ils estiment qu'il y a moyen de grappiller quelques sièges au conseil municipal et pourquoi pas de faire tomber la maire sortante Nathalie Appéré, même si sur le papier, ça paraît aujourd'hui un peu compliqué de la déboulonner. Et puis l'autre ville bretonne dans le collimateur des Insoumis, c'est Brest. Alors là-bas, la configuration est un petit peu différente. Il y a des discussions entre Insoumis et écolos pour monter une liste d'union dans l'objectif de faire tomber un François Cuyandre qui se représenterait. Et puis, hasard du calendrier, Loïc Chenet-Girard, le président de la région Bretagne, réunit autour de lui la gauche plutôt opposée à LFI ce samedi à Liffré. Est-ce que eux aussi visent les municipales ? Oui, il y a quelque chose, Arthur, cette semaine de la guerre des gauches irréconciliables en Bretagne. Chenet-Girard va réunir autour de lui des figures nationales comme Raphaël Glucksmann, Bernard Cazeneuve ou encore Carole Delga. Alors eux, non seulement ils ont dans leur collimateur les municipales, mais ils ont surtout les présidentielles dans leur ligne de mire. Pour eux, l'objectif, c'est absolument de rompre avec LFI, que le PS rompe avec LFI, et ils ont bien l'intention de répéter cette ligne haut et fort à Liffré samedi, et le tout surtout pour peser sur le congrès du PS qui a lieu dans quelques mois. Merci Romain. Santé maintenant, la campagne de vaccination contre la méningite à méningocoque continue auprès des jeunes de la métropole de Rennes. Des équipes mobiles de vaccination vont être déployées au sein des 22 lycées de la métropole disposant d'un internat. Un dispositif qui s'adresse à près de 2000 jeunes scolarisés en pré- et post-bac. L'objectif était de proposer une nouvelle solution pour se faire vacciner, complémentaire aux 4 centres de vaccination déjà en place et aux autres professionnels de santé. Et dans le procès de Joël Le Squarnec à Vannes, une nouvelle victime a été entendue ce mercredi. Mélanie, aujourd'hui âgée de 44 ans, avait 10 ans à l'époque lorsqu'elle a été abusée par le pédocriminel à la clinique de Loches. Ces faits sont aujourd'hui prescrits, mais elle est quand même entendue en qualité de témoin, une situation qu'elle dénonce. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. Je suis là aujourd'hui pour dire que les choses doivent changer. En tant que de prescription, en tant que nous sommes tous des victimes, on ne peut pas écarter des gens, malgré qu'on m'a recensé dans ce carnet horrible. J'ai besoin de me mettre aujourd'hui et de
de m'exprimer à ce monstre pour lui dire que je ne suis plus cette petite fille et qu'aujourd'hui, voilà ces excuses, je ne veux pas les entendre. Et à un seul mot, j'ai besoin de lui dire que j'ai du dégoût et du mépris pour cette personne. Que voilà, on n'a pas le droit à avoir accès au dossier. Pour vous, il y a prescription. Vous ne ferez jamais partie des parties civiles. Mais justice ne sera jamais rendue pour nous. Et comment on doit se reconstruire avec ça? Et je voudrais mettre en lumière et m'adresser à ce gouvernement et à vous, Monsieur le Président, changer les choses, que ça soit moi ou d'autres victimes où il y a prescription. On a besoin aussi d'être reconnus et d'avancer pour dire de reprendre notre vie où elle s'est arrêtée. Dans le reste de l'actualité, les discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la question des retraites doivent se poursuivre ce jeudi, mais dans une ambiance qui risque d'être tendue. Plusieurs syndicats ont annoncé quitter la table des négociations après les déclarations du Premier ministre François Bayrou, pour qui un retour à 62 ans n'est, je cite, pas possible. Et dans le même temps, plusieurs syndicats ont appelé à une mobilisation ce jeudi au sujet des retraites et de l'accès aux soins. Pour la Bretagne, le rassemblement régional aura lieu à Pontivy. La CFDT, de son côté, elle souhaite continuer à discuter, mais veut s'affranchir du cadre fixé par le gouvernement et appelle ceux qui le souhaitent à construire une alternative à cette réforme des retraites. Frédéric Huon, responsable de la CFDT du Finistère, nous en dit plus. On sait aussi qu'il y a des pas de côté certainement à faire au niveau des organisations syndicales, mais elles ont tout à gagner à rester plutôt autour de la table, à essayer de trouver une proposition, parce que je pense que la plupart des Français qui travaillent et ceux qui sont en retraite, c'est un peu leurs attentes, qui ne soient pas tributaires d'une décision d'un gouvernement, d'un Premier ministre qui change d'orientation en un seul coup, attendre la perspective de 2027. Je pense que les travailleurs attendent du concret des organisations syndicales et c'est pour ça aussi qu'on va rester autour de la table tant que c'est toujours possible. La dernière réforme a mis beaucoup d'engagements, 14 mobilisations qui n'ont pas permis d'obtenir ce que l'on souhaitait. C'est pas qu'on dise qu'on soit résigné à ne pas aller dans la rue pour obtenir ce que l'on veut, mais je pense que le signal était déjà fort. Donc le gouvernement doit déjà entendre les premiers signaux. Et puis on vous en parlait il y a quelques semaines, le projet de ces maraîchers costarmoricains de faire pousser de la vanille en Bretagne. Un défi un peu fou qu'ils se sont lancés en 2019. Après la première récolte, l'heure est aujourd'hui à la pollinisation des fleurs en vue de la prochaine. L'enjeu pour eux, continuer dans cette voie car leur diversification ne sera rentable que si le rendement des plants perdure pendant cette année de récolte. On écoute l'un des producteurs, Hervé Goriot, au micro de Valérie Cudénec-Riou. Je les ai plantés en février 2021 et on a laissé pousser pendant 3 ans la plante avant de la faire fleurir et là on commence à commercialiser nos premières vanilles. C'est un travail de patience, c'est long. 3 ans avant de faire fleurir et 1 an et demi pour de la récolte jusqu'à la transformation. Et on prend des nouvelles des skippers du Vendée Globe maintenant. 16 des 40 skippers sont de retour ce mercredi soir à Port-la-Forêt où ils se sont préparés pour la course. 4000 personnes sont attendues pour les accueillir. On retrouve notre journaliste Enora Lenôtre qui est sur place. Salut Arthur, vous pouvez voir derrière moi la scène où se tiennent en ce moment les 16 skippers qui ont préparé le Vendée Globe ici à Port-la-Forêt. Donc parmi eux, il y a Jean Le Cam, qu'on ne présente plus, Violette d'Orange, la plus jeune participante du Vendée Globe, et vous pouvez le voir, le public est au rendez-vous. Donc je me suis baladée un petit peu pour savoir pourquoi les gens sont venus, pourquoi c'était important d'être là et qu'ils sont venus soutenir. On les écoute. Encourager encore pour la suite, s'ils continuent à faire le Vendée Globe, on les encourage. Alors comme beaucoup, les enfants aiment beaucoup Charlie Dalin forcément, et puis Violette d'Orange pour sa jeunesse et son dynamisme. On est venu pour supporter tous les skippers qui sont là aujourd'hui, parce que on trouve qu'ils ont fait une super course. Oui, Jean Le Cam, on suivait le Vendée Globe avec ma classe depuis que ça a commencé et tous les jours on regardait leur position, surtout les premiers.
Et donc, Enora, quel est le programme de la soirée ? Alors, il y a d'abord un moment d'échange où chaque skipper va revenir sur son aventure. Ensuite, il y aura une séance de dédicace et d'échange avec le public, très, très attendu ici par les enfants, on l'a vu. Et c'est aussi un moment festif pour le pôle Finistère course au large, car on le rappelle, c'est ici à Port-la-Forêt, dans cette rade, que les skippers se sont tous préparés pour le Vendée Globe. On écoute Johan Richaume, qui est arrivé 2e du Vendée cette année. C'est vrai que c'est le pôle Finistère, c'est l'endroit où on s'entraîne depuis qu'on a commencé en Figaro. C'est hyper important pour nous, c'est une structure super professionnelle. Et du coup, on avait un peu envie de rendre ça à tout le monde, de venir saluer le public qui suit un peu cet endroit depuis des années, qui est un lieu hyper connu du haut niveau de la course au large en tout cas. Et c'est vrai que c'est tout à fait normal pour nous de revenir un petit peu fêter tout ça avec eux. Merci Enora, et puis on verra les images de cette grande fête dans le JT de demain. Et puis de la voile toujours pour terminer ce journal du côté de Lorient. 3 Pendwick, les bateaux d'Éric Tabarly, ont été officiellement classés monuments historiques ce mercredi matin. Les Pendwick 2, 3 et 6 rejoignent les 3 autres bateaux déjà classés du navigateur. Il s'agit du plus haut degré de protection. L'appui financier de l'État et de la région Bretagne pourra aussi être sollicité en cas de pépin. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site du Télégramme, le télégramme.fr et sur TBO. Et moi, je vous dis bonne soirée et à demain.